Et là, le mec, il arrive, et oui, vous les archéologues officiels, de toute façon, vous cachez la vérité au monde, moi j'ai les preuves, je vais tout balancer sur ma chaîne YouTube. Pardon? Bah oui, évidemment qu'on a éliminé, on n'est pas cons. Service après-vente de l'archéologie, bonjour. Bonjour. Maître Grims, réfection de réseaux électriques millénaires en milieu pyramidal. Je vous entends souvent parler d'aire culturelle. Vous pouvez m'en dire plus ou c'est juste du flan? Ça va probablement paraître un peu complexe, mais le b.a.-ba de l'ère culturelle, c'est de comprendre ce que définit une ère culturelle. C'est à la fois une période, le temps, et une zone géographique, l'espace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle aujourd'hui ère chronoculturelle. Attendez, moi je vous entends parler de b.a.-ba là, mais dans le b.a.-ba, est-ce que ce serait possible de remplacer le rhum par de la chartreuse? Parce que le rhum, moi ça j'y aime pas trop. Qu'est-ce que tu racontes encore? Dis donc, j'ai entendu, le gars il a dit service après-vente, qui est encore en train de passer la commande pour la pause sans me demander mon avis. Je pense qu'il y a méprise là, monsieur, on parlait d'ère culturelle. Et alors, j'ai pas l'air culturel? Pas trop. Ou alors période orange, quoi. Non, c'est une notion d'archéologie, l'ère culturelle. Ah bon, bah non, alors ça, je suis pas concerné. Des fécateurs, peut-être, mais moi, l'aérophagie, ça, j'en fais pas. Donc non, j'en ai pas trop d'air culturel. D'accord, mais on parle d'ère chronoculturelle, comme on parlerait d'une ère géographique culturelle. Ça n'a rien à voir avec l'ère, le gaz. On parle pas de vos gaz, là. On parle bien du secteur dans lequel vous évoluez. Non mais lui, il évolue pas, de toute façon. Bah, tais-toi donc un peu, pour une fois qu'on parle à quelqu'un d'intéressant. Alors, moi j'y comprends ce que vous voulez dire. Vous avez du mal à vous exprimer un peu, mais là, quand vous dites l'air, vous voulez dire que c'est comme une surface finalement. Oui, c'est tout à fait ça. Et cette surface, donc, elle va évoluer dans le temps. Un peu comme les frontières d'un pays qui vont varier en fonction de la politique de ce dernier. Là, les aires chronoculturelles, elles ont des limites un petit peu floues, notamment parce qu'elles sont définies par les humains qui la composent. Et c'est là où ça risque de devenir un peu plus complexe. Non, mais allez-y, j'y réexpliquerai, de toute façon, il n'y comprendra pas du premier coup. Si on parle d'aire chronoculturelle, c'est parce qu'on a déterminé qu'une zone géographique délimitée est constituée par une certaine culture. En archéologie, ce qui détermine une culture, c'est les objets, les structures ou certaines pratiques qu'on trouve au sein des sociétés humaines. J'avais prévenu que c'était un poil complexe, mais avec quelques bons exemples, ça devrait être plus simple. Et oui, parce que moi j'arrive à suivre, mais avec l'autre zig, il faut y aller en douceur. Eh bien, puisque vous parlez de douceur, on va ressortir notre sacro-sainte forêt noire. Admettons que chaque site archéologique que nous mettons au jour soit symbolisé par cette alléchante pâtisserie. Vous le savez, on y trouve des copeaux de chocolat, des couches de génoise, de crème et des cerises. Alors attention, ça dépend. Parfois ça peut être des griottes. Mais justement, j'y viens. Admettons que lors de vos investigations dans une région donnée, vous avez noté sur votre carte tous les emplacements de toutes les forêts noires. Au fur et à mesure des fouilles, vous allez observer des différences sur ces sites. Certaines sans trop d'incidence, comme un peu moins de copeaux de chocolat ou des griottes à la place des cerises. Mais vous pourrez aussi mettre en évidence des éléments plus marquants, comme la transformation d'une couche de crème par de la crème pâtissière, ou le remplacement des cerises par des morceaux de pêche. Non, mais j'ai cru un moment que vous étiez sérieux, mais là, manifestement, vous savez pas de quoi vous parlez. Ça, on y appelle des pêches melba. Il n'y a pas de chocolat dans une pêche melba. Ah. Non, là ce serait une sorte de forêt noire melba. Non, mais peu importe, c'était qu'un exemple. Ces différences, c'est ce qui va nous permettre de définir ces aires chronoculturelles. Si on réajuste nos exemples pour dire que chaque forêt noire fouillée, c'est en fait un secteur funéraire et que chaque couche, c'est une unité stratigraphique. À un moment, on va forcément fouiller et étudier les tombes, les sépultures. C'est quelque chose qu'on retrouve très facilement en archéologie. Si on fait un parallèle entre forêt noire et tombe, ça devient très clair, oui. Les forêts noires avec les cerises, par exemple, c'est des tombes en pleine terre, et celles avec des pêches, c'est des tombes à incinération. Moi déjà, y mettre des pêches, je trouvais ça limite, mais des gens qui sont morts, là, c'est plus forêt noire, c'est soleil vert. C'est quelque chose, votre anthropophagie machin, là. Moi, je vais plutôt prendre clafoutis. Dans clafoutis, quand même, vous y mettez bien que des cerises. Ça, dès que t'as débarqué, j'ai su que ce serait pas du gâteau. Vous permettez, je vais répondre? Parce qu'en répertoriant correctement les sites et les caractéristiques qui leur sont associées, et l'exemple du culte aux morts, c'est un très bon choix, on peut replacer un fait archéologique dans son espace et son époque. Quand plein de sites fouillés donnent les mêmes éléments, que ce soit dans les pratiques
ou dans le mobilier, typiquement les objets qui sont enterrés avec les morts, alors on peut interpréter les choses de sorte à définir une ère culturelle. Bon, bien entendu, cette délimitation elle n'est ni fixe dans le temps ni dans l'espace, et au sein même de ces aires, on peut établir des périodes plus ou moins longues, ou des zones d'influence plus ou moins grandes. Et c'est là tout l'intérêt de parler en termes d'ère chronoculturelle, car ça permet à n'importe qui de comprendre plus facilement de quoi on parle, tant en termes de secteur géographique qu'en termes d'époque. Et donc ces aires chronoculturelles, elles sont toutes logiques? Si par logique, vous entendez qu'elles ne sont issues que d'observations de faits clairement discriminants, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans des secteurs qui n'ont pas été coupés et recoupés par des siècles de nouvelles installations humaines, la séparation entre ces aires, elle est souvent très nette. Si on prend l'exemple américain, il est évident qu'on ne va pas traiter de la même manière l'ère Maya et celle arctique au nord du continent. Mais si on regarde un peu plus par chez nous, en Europe, on peut comparer les aires de Hallstatt et de l'Athènes, qui sont, en très gros résumé, les deux âges du fer européens. On les distingue par l'évolution des équipements. On va passer du bronze au fer en gardant un mix des deux métaux pour l'une et pas pour la seconde, et aussi par une évolution dans les modes d'habitat. Le premier âge du fer étant plus caractérisé par l'installation sur une position rocheuse facile à défendre. On appelle ça un oppidum. Alors que le second va s'orienter vers un rapprochement de la terre cultivable dans une organisation plus rurale que défensive, bien que les sociétés évoluent de manière qu'on pourrait qualifier de clanique, si on peut le dire comme ça. Et c'est ce qui va donner à terme les implantations de tribus gauloises qu'on connaît bien lors de la conquête de ce bon vieux Jules. L'oppidum, alors celui-ci, je connais pas. Il y a des cerises dedans? Alors, juste parce que c'est vous, vous m'êtes très sympathique et vous semblez y être terriblement attaché, on va essayer de faire un effort. Ne quittez pas, monsieur, je vous repasse le standard. Une question qui nous vient de Julien Charpentier, viticulteur médiocre en Champagne. Il y a des vilains scientifiques qui refusent de reconnaître que je ne dis que la vérité, rien que la vérité, au sujet des pyramides, de l'Atlantide, des géants, des Anunnaki. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien, vous savez, Julien, quand je lis ça, ça me donne terriblement envie de faire un petit passage en rase-motte pour balancer des tonnes de napalm sur des cèpes qui font déjà la tronche. Mais non, la violence, c'est mal, donc je me retiens. Je ne vous aiderai pas à emmerder le monde, tout comme je refuse de participer à un effort de désinformation. Mentir aux gens, c'est facile et ça vous rapporte pas mal. Par contre, s'en prendre à vos contradicteurs, c'est tout aussi facile, mais ça peut vous coûter cher. Rassurez-vous, nous en reparlerons. En attendant, si vous voulez soutenir l'effort judiciaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et le Tipeee est toujours ouvert pour les belles âmes généreuses. Tu quittes pas.